Bonjour, je me présente François Rousselot pour auconcours.com. Je vais vous corriger le sujet 2017 de GEPI. Vous avez le lien à côté, vous pouvez le télécharger. Et puis nous allons ensemble le faire et puis le corriger tout simplement. Avant tout, je vais vous présenter ce fameux concours GEPI pour la partie physique-chimie. Donc GEPI, c'est un sujet qui existe de longue date, qui propose à chaque fois 4 exercices totalement différents, totalement indépendants. Il faut faire, sur les 4 exercices, il faut en faire 3. Vous avez 1h30 pour faire ces 3 exercices. Mais la petite différence entre éventuellement GEPI puis les concours comme Avenir et Physique, etc., c'est que tout simplement, là, on va prendre en compte les 3 meilleurs. Ma petite astuce pour ce cas, tout simplement, vous avez 1h30 pour l'exercice. En théorie, c'est une demi-heure par exercice. Ce que je vous invite à faire, c'est une stratégie que je vous donne, que vous appliquez ou non. Vous faites 25 minutes par exercice choisi, ce qui vous permet de garder 15 minutes en supplément pour faire éventuellement de manière un peu rapide l'exercice que vous aviez mis de côté. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que cet exercice fait de manière un peu rapide, de manière peut-être un peu moins consciencieuse, va vous rapporter plus de points qu'un exercice sur lequel vous seriez tombé dans les pièges. Le concours GEPI est un peu moins déstabilisant que les QCM d'Avenir ou bien de Physique pour les étudiants, étant donné qu'on est quand même beaucoup plus dans un sujet typé bac. Cependant, il implique forcément d'autres choses. Je vous invite à faire très attention à votre écriture. Alors, on vous le dit tout au long de l'année, mais là, c'est un concours. Les enseignants vont avoir à corriger un grand nombre de copies. C'est un concours, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que le but du jeu est de choisir les meilleurs. Un étudiant qui serait un peu lassé par une écriture difficile à lire prendra peut-être moins de temps que lors de la correction du bac et donc pourra peut-être plus facilement dévaloriser une copie mal écrite qu'une copie bien écrite. Dans le même genre, on fera attention, on vous le dit toute l'année, mais vraiment, on fera attention à ne pas oublier les unités. En physique, les unités sont quelque chose de très important, quelque chose de prépondérable, qui sont vraiment inhérentes à la matière, en physique et en chimie, et du coup, on n'oubliera pas les unités. Partez sur des définitions très simples. Ce n'est pas la peine d'aller marquer des grands calculs, ce n'est pas la peine d'aller faire des définitions très compliquées. Encore une fois, le correcteur aura un grand nombre de copies à corriger, souvent dans un temps assez restreint. Favorisez la correction du correcteur, entre guillemets, ne vous mettez pas le correcteur à dos. Vous avez le droit, dans ce sujet-là, à la calculatrice, à la calculette. Donc, naturellement, emporter une calculette avec programme si besoin est, etc. Je vous invite toujours en concours à avoir une deuxième calculette de secours. Par exemple, vous pouvez réutiliser la calculette à emporter avec vous, celle que vous aviez au collège. On ne sait jamais si l'une des deux tombe en panne lors du concours, vous serez toujours content d'avoir l'autre. Souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est juste un constat au fur et à mesure du temps, c'est que sur les 4 exercices de GEPI, il y a 3 exercices de physique et un exercice de chimie. Je ne m'engagerai pas à 100% là-dessus, sauf que sur les concours que j'ai pu préparer depuis les années 2009, par exemple, on est souvent dans ce ratio. Du coup, 3 physiques, 1 chimie. Je vous laisse maintenant prendre le sujet 2017 et nous allons ensemble le corriger. C'est parti. Donc, nous sommes sur le formiate, donc l'exercice 1, avec le formiate d'éthyle. Bon, dès le premier mot, j'ai envie de dire, on voit immédiatement et puis visuellement, on voit rapidement qu'on tombe donc sur un exercice de chimie. L'année 2017 ne me fait pas mentir. Un exercice de chimie, 3 exercices de physique. Alors, ce fameux formiate d'éthyle, noté E. On va vous demander, dans la question 1, de donner le nom de E. Pas très compliqué. Qu'est-ce que l'on a? On a un ester. Alors, l'ester se dénomme en 2 parties. On va s'intéresser au nom de la première partie et au nom de la deuxième partie. Cette première partie va me donner l'appellation en watt, le étant en fonction du nombre de carbone, et la deuxième partie va me donner l'appellation en il. D'accord? Et si en première partie j'ai du C, un seul C, donc c'est du méthanoate. Je l'écris correctement, mais des apostrophes, on va voir, j'ai 2 carbones ici, donc c'est de l'éthyle. Voilà pour la première question.
Question 2. On vous demande d'entourer les différents groupes de protons de la molécule et puis de les relier par rapport au spectre RMN. Donc, H, C, O, CH2, CH3. Alors, vous excuserez, je vais le faire de manière très rapide, mais vous allez comprendre par rapport à ce que vous avez sous les yeux. Ici, j'ai 1. Ici, j'en ai, je peux le recompter, comme ça, et ici, comme ça. Voilà. Vous voyez par rapport au sujet, je vous laisse faire en analogie. Donc ici, j'entoure, comme demandé, les protons. Donc ici, j'en ai H, 2 et 3. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? Celui-ci, il n'a pas de proton voisin. Donc comme il n'a pas de proton voisin, il va générer un pic. Donc ça correspond à celui-ci. Ce groupe-là, il a combien de protons voisins? Il en a 3. Donc il va générer un signal avec 4 pics. Pardon. Et ce groupe-là, il a combien de protons voisins? Il en a 2, donc il va générer un signal avec 3 pics. Je vous rappelle que c'est le nombre de voisins plus 1. Il n'a pas de voisin, donc un pic. Lui, il a 3 voisins, c'est ici. Donc ce groupe-là proton a 3 voisins, donc 4 pics. Et ce groupe-là proton a 2 voisins, donc 3 pics. Question 3. Donnez l'expression puis calculez la masse de soude qu'il a fallu dissoudre dans de l'eau pure pour obtenir la concentration souhaitée. J'efface. La masse de soude. Je pars toujours de formules que je connais. Il y a des genres d'impondérables, des genres de formules de base, j'ai envie de dire. J'en connais 2, moi, au niveau de de base, j'ai envie de dire, 2 grandes de base. La concentration molaire, c'est égal à la quantité de matière sur le volume. On le retrouve avec les unités, si jamais vous êtes perdu, c'est des moles par litre. Et puis on sait aussi que la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Bon, c'est pas très compliqué. J'ai donc, si vraiment je prends le temps, ça, c'est pas à écrire sur le sujet, parce que ça, on va vraiment marquer que la fin sur le sujet. Si vraiment je prends le temps de faire les choses tranquillement, je trouve quoi? Je trouve tout simplement que la masse de soude, c'est égal à, ici je repasse ça, la concentration fois le volume, donc la concentration de soude fois le volume de soude fois la masse molaire. Donc on marque vraiment que cette dernière étape. Je fais le calcul avec les données qui me sont données dans l'exercice et je trouve 0,40 grammes. Alors, au niveau des données, j'ai 5 10 puissance moins 2, 0,2 et 40. Tout est écrit dans le sujet. La concentration de la soude, c'est, je peux l'écrire ici si vous le souhaitez, 5 10 moins 2 pour la concentration de la soude. Le volume de soude, il est donné ici, c'est 200 ml, ce que j'ai écrit sous la forme de 0,2 ou 210 moins 3. Et la masse de soude, c'est la masse molaire, c'est 40. Alors, éventuellement, vraiment pour ceux qui seraient, entre guillemets, perdus, pourquoi est-ce que la masse molaire de soude est égale à 40 grammes par mol? Certes, en chimie de la soude, on ne va utiliser que OH- dans les formules, mais il ne faut pas oublier que cette soude, c'est marqué dans le sujet, et vous le savez, cette soude, elle est présente sous quelle forme? Elle est présente dans le commerce, entre guillemets, sous forme NaOH. Donc la masse molaire de soude, c'est égal à 1 N de Na plus 1 N de O plus 1 N de H. D'accord? Ce qui fait donc 17 plus 16 plus 1, soit 40 grammes par mol. Encore une fois, tout ça, on ne l'écrit pas dans la copie. Ce qui est à écrire dans la copie, c'est la partie là. Je vous entoure. Tac, tac, tac. Et puis après, dans l'application numérique, c'est la partie là. Ainsi, vous avez en tout cas l'explication de pourquoi est-ce que c'est 5 10 moins 2 fois 0,2 fois 40. Continuons. Question 4. Calculer le pH de la solution.
Alors, le pH de la solution. Pas très compliqué. On connaît la formule une formule à connaître impérativement lors du bac et lors des concours, que pH est égal à moins log de la concentration en H3O+. Mais on se rappelle aussi que l'on a KE est égal à la concentration de H3O+, fois la concentration de OH-. Et en fait, dans notre cas, la concentration de OH-, c'est égal à la concentration de la soude. J'ai donc le pH qui est égal à moins log de KE sur la concentration de la soude. Si je fais le calcul, je trouve donc 12,7. Question 5. Une première partie de question très facile, une deuxième partie un tout petit peu plus complexe. On vous demande d'abord l'unité de G. G, c'est en Siemens. Partie un tout petit peu plus complexe, ça sera vraiment peut-être la seule difficulté de ce sujet, entre guillemets. On vous demande après de calculer G. Alors, on vous a donné la conductivité G d'une solution ionique, c'est écrit, voilà, ça c'est dans le sujet. On vous demande de le calculer. Alors déjà, je note ce qu'on a écrit dans le sujet. On m'a marqué que G est égal à K, je note exactement pareil, fois, entre parenthèses, somme des lambda I, C. Bon, c'est donc là une constante, fois la somme des conductivités, fois la concentration. Maintenant, regardons ce qu'on a. Au début, qu'est-ce qui se passe au début de ma réaction? Les espèces présentes. Et au début, j'ai quoi de présent? OH-, j'ai HCOO, CH2, CH3. Je le dis moins fort parce qu'en fait, on s'en moque de ça, vous allez vite comprendre. Et on l'oublie pas, certes, c'est un spectateur, il a beau être spectateur, c'est là c'est un spectateur qui ne sert à rien. Il est bien présent, en tout cas au niveau de la conductivité, j'ai Na+. D'accord? Donc j'ai OH- et Na+. Je n'oublie pas Na+. Il est spectateur, mais il va bien avoir une influence. Pourquoi? La conductivité, c'est quoi? C'est la capacité d'une solution à conduire le courant. Pour qu'une solution puisse conduire le courant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des ions. Au début, dans ma solution, j'ai quoi? J'ai OH- et Na+. Plus les ions présents seront présents de manière concentrée avec une concentration importante, plus la solution sera conductrice. Plus ils auront une capacité à conduire, plus la solution sera conductrice. D'accord? Donc tout simplement, au début, j'ai bien OH- et Na+, qui vont influencer sur la conductivité de la solution. J'en arrive donc à, en traduisant un peu la formule donnée ici, G est égal à K. Donc, ça c'est une constante, d'accord? Fois lambda OH- fois la concentration OH-, plus lambda Na+, fois la concentration en Na+. Mais ces concentrations OH- et Na+, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est aussi égal à la concentration de soude, CS. Je peux donc faire une mise en facteur commun, ça fait K fois CS fois lambda OH- plus lambda Na+. K, ça m'est donné, c'est 0,01. La concentration de la soude, je laisse un peu de parenthèse. Et ici, les lambda, c'est 24,9 fois 10 puissance moins 3. J'ai ajouté déjà les deux, d'accord, hein, excusez-moi. Voilà. J'ai déjà ajouté les deux, ça fait 24,9 10 puissance moins 3. Alors pourquoi est-ce que ici, j'ai laissé la soude vide, la concentration de la soude vide? Je vais vous expliquer. On fera très attention, c'est un piège entre guillemets, enfin c'est en tout cas quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Les lambda, ils me sont donnés en Siemens mètre carré mol moins 1.
en mètres carrés. Du coup, mes concentrations, je vais les ramener à des mètres, des mol par mètre cube, pour être vraiment dans les mêmes unités. Du coup, ma concentration de soude, elle était égale, d'après le sujet, à 5, 10-2 mol par litre. Elle est donc égale à 50 mol par mètre cube. On se rappelle qu'un mètre cube est égal à 1000 litres. Donc ici, c'est fois 50. D'accord, hein? Je fais très attention. C'est l'un des gros pièges lorsqu'on utilise cette partie-là. Ça me fait 12,45 millisiemens. C'était la question un peu compliquée du sujet. Il fallait connaître cette partie-là et bien penser aussi à mettre la concentration dans la bonne unité. J'efface. Continuons. J'en suis donc à la question 6. On me demande d'exprimer le fameux volume VE. Donc, je vous laisse prendre connaissance du sujet, lire un peu la question, donner l'expression puis calculer le volume VE de E qu'il faut introduire. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, qu'est-ce que je sais? On sait que ρE est égal à la masse de E sur le volume de E. Au grand empire, si vous ne le savez pas, ça vous référez aux unités. Je prends le sujet, ρ, il est en quoi? Il est en grammes par litre. On a donc bien une masse sur un volume. Hein? Donc ça, il faut que vous soyez très à l'aise avec ce genre de choses. Donc j'ai ρE qui est égal à la quantité de matière initiale en E fois la masse molaire de l'ester sur le volume d'ester. J'ai donc VE est égal à N E, ME sur ρE. Et en faisant l'application numérique, on trouve 403 microlitres. 403 10-6 litres, si vous préférez. Question 7. Question 7. Choisir parmi les 5 graphiques du document la réponse de courbe qui donne l'évolution de la conductance mesurée G en fonction du temps. Qu'est-ce que je remarque? C'est que H au moins va disparaître, entre guillemets. Hein. Il va disparaître au profit d'une autre espèce conductrice, de HCO au moins. Je ne parle qu'en termes de conductivité, je ne parle qu'en termes d'ion, hein, attention, d'accord? Donc H au moins va disparaître au profit de HCO au moins. Mais le lambda de HCO au moins, il est très inférieur au lambda de H au moins. Du coup, la conductivité G va diminuer. Donc déjà, à partir de là, on se rend compte que c'est juste la 3 ou la 4 qui sont possibles. Donc, reste possible celle-ci, hein, je fais de manière assez rapide, hein, ou celle-ci. L'évolution va se faire de manière assez régulière, il n'y a pas de cassure particulière, donc ce n'est pas celle-ci. C'est bien celle-ci qu'il fallait cocher. Je continue. Question 8. Alors, un tableau d'avancement. En millimol, on fera attention, il est en millimol. Donc, les 10-3 de partout inclus. Hein. On regarde bien au coin de sa tête. T0.
Et puis, T final. Hop. Alors, pour H, c'est OO, CH2, CH3. Au début, j'en ai combien? Bah, c'est pas très compliqué. Tout simplement, au début, je vais en avoir 5 millimoles. Et à la fin, j'en aurai plus du tout. Ensuite, concernant H-, donc qui est issu de la soude. Au début, j'en ai combien? Ben, tout simplement, la concentration de H- initiale est égale à N de OH- ou H- sur V. Donc, N de OH- est égal à la concentration de H- fois le volume. D'accord. La concentration, c'est la concentration de soude. C'est donc égal à 0,05 fois le volume qui est de 200 ml fois 0,2. Ça fait donc au début 0,01 mol, soit 10 millimoles. 10 millimoles, pardon. Donc au début, j'en ai 10. Mon avancement, à la fin, j'en ai combien? J'en ai moins X. Or, on voit que l'avancement ici est de 5 millimoles. On le voit aussi graphiquement, que même si on n'est pas au bout du graphique, hein, enfin je veux dire même si on n'a pas la fin de la réaction, donc ça fait donc 10 moins 5. La réaction est totale. Hein. Donc j'en ai donc, à la fin, 5. Dès lors, c'est pas compliqué. Du HCO-, je les mets les deux dans la même, non, je vais les faire proprement. Même si c'est deux fois la même chose, CH3, CH2, OH. Au début, j'en ai pas, et ici, j'en ai plus, entre guillemets. Alors, pardon, on notera proprement au niveau des chiffres significatifs, hein, donc c'est 5,0, d'accord. Au début, j'en ai pas, à la fin, j'en ai 5,0 et 5,0. En fait, ça correspond à l'avancement. Hop. Et pour finir, la dernière question. La question 9, la vitesse initiale, le temps de demi-réaction. Alors, je vais commencer d'abord par le temps de demi-réaction. Je rappelle que le temps de demi-réaction, ça correspond à l'avancement sur 2. Dans notre cas, c'est donc de 2,5 millimoles. Hein, donc, l'avancement sur 2, c'est 2,5 millimoles. En faisant une lecture graphique, on se rend compte que 2,5 millimoles, hein, lecture graphique, je fais comme ça, d'accord? Donc, je regarde pour 2,5, je regarde ce que ça donne, et ça donne environ un temps de demi-réaction d'environ, 4. On regarde bien les unités, hein, mise toujours sur l'action horizontale, 4 minutes. La vitesse initiale, c'est un tout petit peu plus, entre guillemets, aléatoire quant à la qualité de la lecture graphique, entre guillemets. Pour avoir la vitesse initiale, je fais une tangente, tout simplement, à mon axe de démarrage. Je regarde à peu près la valeur de cette tangente. Et si on le fait correctement, hein, on se rend compte qu'on arrive environ à 1 millimol par minute. Voilà pour la vitesse. Hein. Donc c'est vraiment la tangente par rapport au démarrage, hein, parce que c'est la vitesse initiale. Voilà pour l'exercice 1. Je vous laisse prendre connaissance de l'exercice 2. C'est parti. Donc, on est dans le cas d'une échographie médicale. Quelle est la grandeur physique qui varie dans une onde ultrasonore?
La grandeur physique qui varie dans une onde ultrasonore, c'est la pression. Du coup, petit 2. Cochez sur le document les réponses caractéristiques d'une onde ultrasonore. Alors, une onde ultrasonore, elle est longitudinale. Il fallait cocher celui-là. Elle est mécanique, on a besoin d'un milieu matériel pour se déplacer. Et est déplaçant de l'énergie. Comme les ondes mécaniques, elles ne déplacent pas de la matière, mais de l'énergie. Question 3. Quelle est la fréquence minimale des ultrasons? C'est à nouveau du cours, vous ne savez pas. Ça, c'est vraiment à savoir. Si vous ne savez pas, vous pouvez être embêté en concours. On a déjà vu dans des concours à venir, dans des concours puissance 11, c'est important de savoir ça. La puissance minimale, c'est 20 kHz. Comment qualifie-t-on ces milieux? Ces milieux, c'est-à-dire des milieux dont la vitesse de l'onde est indépendante de la fréquence. Si la vitesse de l'onde est indépendante de la fréquence, c'est ce qu'on appelle des milieux non dispersifs. Lorsque la vitesse est indépendante de la fréquence. Donc jusque là, on était vraiment sur, j'ai envie de dire, les définitions de cours sur les ondes, la connaissance des ondes, la connaissance des domaines, et puis aussi tout simplement des définitions dispersives, non dispersives, etc. On continue. À quelle distance OA de la surface de la peau est située la surface du rein? Alors, donc j'en suis à la question 5. Je reprends mes bonnes vieilles habitudes. Je sais que la célérité, c'est égal à une distance sur un temps. Ça, c'est vraiment à savoir. Encore une fois, au pire, on sait des unités. Mètres par seconde, donc mètres par seconde, distance sur temps. J'ai donc la distance, c'est la célérité fois le temps. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la célérité est de 1400 mètres par seconde, parce que je suis dans le cas des tissus. D'accord? Donc, la célérité, c'est 1400. Et on me dit que le temps, il est de 100 microsecondes. On me dit que le temps est de 100 microsecondes. Donc 110 moins 6. Alors, on me dit, façon de parler, ça, je le vois comment? Je le vois par une lecture graphique. Je regarde, le premier pic, écho issu de A, revient et de 100 microsecondes. Donc la distance est de, du coup, 14 cm si je fais le calcul. Mais on fera attention, parce que ça, si ici j'ai ma sonde, que je vais caractériser comme ça, ici j'ai mon obstacle, elle envoie, ça vient taper sur mon obstacle et ça revient. Et en fait, la distance que je viens de trouver, c'était la distance, c'est en fait 2 distances. Voilà, on fera vraiment très attention à ça. Parce que c'est vraiment pour un aller-retour. Donc, une seule, donc la distance avec le tissu, elle est de 7 cm. Vous ne faites pas avoir là-dessus. C'est un cas ô combien standard. Dès qu'on vous parle d'écho, dès qu'on vous parle de radar, dès qu'on vous parle de sonde, pensez que les distances sont divisées par 2 ou les temps vont être multipliés par 2 parce que, en fait, c'est le temps pour un aller et pour un retour. D'accord? Donc, faites vraiment très attention à ça. Donc OA, pardon, ils l'ont présenté ainsi, donc je le fais tel que eux. OA, ils ont appelé ça, c'est égal à 7 cm. Continuons. Question 6. La résolution spatiale est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Donnez l'expression puis calculez lambda 1 des ultrasons pour une fréquence de 3,5 MHz, puis lambda 2 pour une fréquence de 10 MHz. J'efface. Nous, j'en suis à la question 6. L'expression littérale, elle n'est pas très compliquée. Lambda est égal à la vitesse sur la fréquence. On me demande de trouver, alors ça, si jamais vous vous en rappelez pas, on se rappelle que V est égal à lambda sur T est égal à lambda F1. Si jamais vraiment il y a le doute. Et c'est ça la réponse à indiquer. Voilà. Du coup, lambda
assez simple. La vitesse, là, on est dans le cadre du Rhin. Donc la vitesse, elle est de 1500 cette fois-ci. On me demande, dans un premier cas, pour une fréquence de 3,5 MHz. Donc 3,5. On essaie d'être au point là-dessus. Méga, c'est 10 puissance 6, hein, on ne se trompe pas. Donc ça fait 0,43 mm. 0,43 10 puissance moins 3 mètres. Et lambda 2, c'est toujours égal à 1500. Et cette fois-ci, la fréquence a changé. Elle est plus de 3,5 MHz, mais elle est de 10 MHz. Divisé par 10 puissance 6. Soyez à un niveau, hein, encore une fois, très au point avec les histoires de 10 puissance. Hein, c'est très important. Et ça nous permet de trouver un lambda 2 à 0,15 mm. Continuons. Question 7. Alors, la question 7, on nous demande donc la longueur entre B et C. Qu'est-ce que je remarque par rapport au petit graphique ici présent? Ici, j'ai un pic. Au niveau des hauteurs, c'est pas très important, mais voilà. C'est les bonnes hauteurs. B et C. Et je remarque ici, j'ai 210, 180 et 210. Donc, la différence de temps, d'accord? La différence de temps, delta T, est égale à 30 microsecondes. Ça, c'est la différence de temps. Mais cette différence de temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on est dans le cadre d'écho, elle correspond à, on va faire un petit schéma comme ça, des allers-retours. Donc en fait, c'est 2 delta T qui est égal à 30 microsecondes. Donc ma différence de temps, en réalité, elle est de 15 microsecondes, la différence de temps nécessaire entre B et C. Du coup, je reprends la formule, C est égal à D sur T. Ici, ce que je veux trouver, c'est la longueur BC. J'ai donc BC qui est égal à C fois T. C'est donc égal à C fois delta T dans mon cas. Hein. C, on prend bien la bonne vitesse, on se met dans le bon domaine. Ici, on est sur du 1540 parce qu'on est dans le calcul. C'est la vitesse du calcul. Hein, dans le calcul. On ne se prend pas les pieds dans le tapis à ce niveau-là. Et x 15, 10 puissance moins 6. Ça me permet d'avoir une distance de 2,3 cm. Donc sur la copie, vous marquez juste BC est égal à 2,3 cm. Pas plus que ça. La 8. Que vaut l'intensité I1 correspondante en watts par mètre carré? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit que L1 est égal à 100 décibels, patati et patata. Eh bien, tout simplement, on se rappelle, donc je suis à la question 8, on se rappelle la formule nécessaire pour pouvoir faire ce genre de questions, que L était égal, donc le niveau, level en anglais, L était égal à 10 log de I sur I0. Voilà. On sait que L est égal à, donc ici c'est I1, hein, si vraiment on fait les choses proprement jusqu'au bout. On sait que L est égal à 100, CF l'énoncé, 10 log de I1 sur I0. Voilà. J'ai donc 10 est égal à log de I1 sur I0. J'ai donc I1 est égal à 10 puissance moins 2 watts. On continue, on est presque à la fin. Pardon, c'était ici. C'est vraiment, là, c'est vraiment que vous ne comprenez pas. Enfin, ces étapes-là sont vraiment à connaître avec les passages de 10 puissance 10. Question 9. Justifiez pourquoi étudier un rein situé à 5 cm de la peau, on utilise un émetteur
à 3,5 MHz plutôt qu'à 10 MHz. Alors, pour la 9, tout simplement. Tout simplement, je vous lis, après on regarde ensemble. Donc, la distance parcourue par l'onde est supérieure à 10 cm. À 10 MHz, l'atténuation est supérieure à 100 décibels. On ne saurait donc plus en mesure de détecter l'onde. Tout simplement, ça c'est logique. Quand on regarde l'intensité transmise, on regarde ce qui nous est indiqué, est égal à, je reprends la formule qui est marquée en haut, I exponentielle de moins alpha x. D'accord. Du coup, si par exemple on part sur une intensité de 1, d'accord, c'est égal, juste pour voir le rapport, ça fait exponentielle de moins 10 fois 10, vu qu'on est alpha égale à la fréquence, et que ici la longueur est de 10 cm. On voit bien que c'est bien marqué en centimètres décibels, centimètres mégahertz. Donc c'est en décimètres par centimètre par mégahertz. Du coup, je trouve donc exponentielle de moins 100. J'ai donc une intensité transmise qui va être atténuée à hauteur de 100. Du coup, on ne pourrait plus la capter. Pour la réponse 10, on est dans le même cas, le même genre de réponse, sauf que là, cette fois-ci, l'atténuation sera inférieure à 40 décibels. On peut détecter l'onde et on préfère utiliser celle de 10 MHz parce que la résolution est meilleure. Je vous laisse regarder si jamais vous pourrez aussi avoir la correction. Je ne vais pas m'embêter à la réécrire. Tout simplement, plus la fréquence sera élevée, plus la résolution spatiale sera meilleure. Donc on préfère utiliser celle avec la plus grande fréquence. Je vous laisse prendre connaissance de l'exercice 3. Exercice 3. Nous sommes donc dans le cas d'un exercice de thermodynamique. Alors, la thermodynamique, je sais que bien souvent, malheureusement, arrivé au concours, vous venez de le voir, vous ne l'avez pas forcément vu. Après, les exercices de thermodynamique sont souvent relativement simples. Je vous invite à quand même les tenter. Alors, l'énergie interne d'un système, ça il faut le savoir. C'est la somme des énergies cinétiques microscopiques et des énergies potentielles. Et donc, alors, si je dis des énergies cinétiques, ça serait bien de mettre des S, et des énergies potentielles.
microscopique. La somme des énergies cinétiques microscopiques et des énergies potentielles microscopiques. Le grand principe, ça, delta U est égal au travail plus la chaleur. Donc ça, donc sur la question 2. Dans notre cas, le transfert se fait uniquement par chaleur, par quantité de chaleur. Donc en fait, je réponds directement à la 4, la quantité de chaleur par le café qui se refroidit, elle est perdue par le café. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de travail, donc le travail est nul. Question 5. Hop. 5, 4 est là-bas. Question 5. La variation d'énergie interne, c'est... Alors, nous, en cours, on le voit souvent sous la forme M. Capacité calorifique. Alors, ici, c'est de C. Variation de température. Donc, dans le cas de mon exercice, c'est M. Je peux aussi dire que c'est tout simplement ρC fois le volume. Si jamais vous avez un peu de mal avec les histoires de ρ, etc., je vous invite à tout simplement regarder les unités. Hein. On sait que la masse, c'est ρ fois V, capacité calorifique de C. Et ici, donc, la variation de température, T2 moins T1. Question 6. Quelle est l'unité de la capacité calorifique massique? Alors, massique, ça veut dire qu'il y a par kilogramme. Alors, l'unité, hein, alors on peut le voir soit ici, là. Je vais utiliser cette formule, tout simplement. On trouve quoi? Si je la transforme, cette formule-là, pour trouver l'unité. Donc ça ne sera pas écrit. Hein. La capacité calorifique, c'est égal à la variation d'énergie divisé par la masse fois la variation de température. Donc l'unité, c'est tout simplement des joules. La masse, kilogramme moins 1. La variation de température, Kelvin moins 1. Dans le sujet, dans la correction d'école, il vous est aussi proposé, alors il est écrit dans le sens joule, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1, ça ne change strictement rien. Dans la correction d'école, il vous propose aussi joule, kilogramme moins 1, degrés Celsius, qu'il écrit donc ainsi, moins 1. Oui, l'un ou l'autre, peu importe. Ici, on a une variation de température. Je vous rappelle que la différence entre les degrés Celsius et les degrés Kelvin, c'est on ajoute ou on enlève 273. Si, par exemple, j'ajoute 273, vu que c'est une différence, ça fait plus 273, moins 273. Donc, une différence de 20 degrés Celsius est égale à une différence de 20 degrés Kelvin. Hein, ça ne change strictement rien. Donc, aussi bien celle-ci que celle-ci. On n'aura pas de différence numérique. Continuons. Question 7. Calculer la variation d'énergie interne. Eh bien, la variation d'énergie interne, c'est égal à moins 48 fois 1 fois 4200 fois 0,3. Alors, essayons de voir d'où viennent tous ces chiffres-là. Tout simplement, on sait que ρ, c'est égal à 1. Hein, c'est F le sujet. D'accord? Ensuite, on a, il nous est donné dans le sujet, donc c'est en kilogrammes par litre. Hein, la capacité calorifique, c'est 4200. Ça, c'est C. On a une tasse de 300 millilitres. Et la différence de température, elle est de... donc ça, c'est 300 millilitres, donc ça, c'est la tasse. La différence de température, elle est de combien? Eh bien, je passe de 66 à 18 degrés. D'accord? D'où le moins 48. Si on fait le calcul, je trouve qu'on a donc une variation d'énergie interne de moins 60,5 kJ.
Question 8. Quel est le type de transfert thermique réalisé entre le four et le café? Alors, c'est un four à micro-ondes. Le type de transfert thermique, c'est par rayonnement. Donner l'expression puis calculer la quantité de chaleur échangée entre le four et le café. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que l'on a Q est égal à la valeur absolue de Q est égal à la puissance fois la variation de temps. Ça nous est donné dans le sujet. On sait aussi quoi? Le four à micro-ondes, tout simple, pardon. On a donc la variation, c'est égal à ρC, volume, capacité calorifique de C, de T3. Non, c'est tout. Ça, on sait d'après la question 5. Donc c'est pas lié, hein, ce sont des choses indépendantes, d'accord? Ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est juste réadapté ici en fonction de ce que j'ai. Et ici, ça, c'est ce que j'ai vu dans le sujet. Donc ça, pour l'instant, je ne l'utilise pas. J'ai donc, par rapport aux données qui me sont données, par rapport à ce qu'il va m'être demandé, en fait, c'est tout ça, je trouve donc que Q est égal à ρC fois le volume fois la capacité calorifique de C, facteur de T3 moins T2. Si on fait le calcul, parce qu'on n'avait pas tous les éléments sinon pour le faire, on trouve 27,1 kJ. La quantité de chaleur, cette fois-ci, elle est reçue par le café. Et c'est dans la question 11 que je vais utiliser ce que j'avais pu trouver ici, ce que j'avais remarqué ici. Donc à la question 11, on demande la puissance du four à micro-ondes. Je me rappelle que globalement, une puissance, c'est une énergie sur un temps. Là, l'énergie ici, c'est la variation de chaleur, de temps. Donc on a chauffé pendant 30 secondes. Donc le temps en secondes, c'est de 30. On a vu que ici, j'avais 27 100 joules pour la chaleur. Ça fait donc une puissance de 903 watts. Pour la question 9, je reviens sur cette question 9, on pourrait donner l'impression que celle-ci soit possible. Hein. Enfin, elle n'est pas fausse, elle est vraie. Le problème, c'est que du coup, premièrement, elle vous avez indiqué avant, et que je n'ai pas les éléments pour répondre. Donc, celle qu'il faut que vous indiquiez sur votre copie, d'accord, celle-ci, il faut que vous l'indiquiez sur votre copie. Là, c'est grâce à ces éléments-là, dont j'ai connaissance, que je vais pouvoir répondre à la question de manière numérique. Enfin. Question 12. Quelle est la nature du transfert thermique à travers la paroi du gobelet? Donc, c'est à travers la paroi du gobelet. Donc, comme c'est à travers quelque chose, on est plutôt sur une conduction. La 13. Que vaut la résistance thermique RV du gobelet? On se rappelle, une résistance thermique, c'est une épaisseur sur lambda. Hein, ça, c'est global. Donc, dans le cas de mon gobelet, si je fais l'application pour RV, l'épaisseur, elle est de 1,5 10 puissance moins 3. Lambda nous est donné auparavant de 1. Voilà. Et la surface, elle est de 250 10 puissance moins 4. Attention à ça. Elle est de 250 cm². Donc elle est de 250 cm². Donc il va falloir reconvertir ça en mètres carrés. Donc de 250 10 moins 4 mètres carrés. Et donc, on trouve une résistance thermique à 0,06 Kelvin par watt.
Continuons. Question 14. Que vaut la différence de température ΔT entre la paroi intérieure et la paroi extérieure? Alors, ΔT, qu'est-ce que j'ai? J'ai des informations sur le flux, etc., etc. Donc, par rapport aux informations qui me sont données, je vais partir plutôt sur la formule que le flux, c'est égal à... Ça vous est donné auparavant, la variation de température sur RTH, sur la résistance thermique. Donc, ici, dans le cas de mon exercice, le flux, c'est égal à la variation de température sur RV. J'ai donc une variation de température est égale au flux fois RV. Le flux de 70. On l'a trouvé dans la question précédente. La résistance thermique est de 0,06. Ça me fait donc 4,2. Alors ici, comme vous voulez, on en a parlé tout à l'heure, soit degrés Celsius ou Kelvin, peu importe. Par contre, ne marquez pas ça sur votre copie. Là, vu que les données sont plutôt en degrés Celsius, marquez plutôt 4,2 degrés Celsius. Mais Kelvin ne serait pas une aberration en soi. Et pour finir, l'épaisseur. Donner l'expression littérale de l'épaisseur du gobelet 2 en fonction du temps de conductivité, etc. etc. Donc l'épaisseur. Si tout simplement on sait que la variation de température sur le flux est égale à l'épaisseur sur lambda S. Pourquoi est-ce qu'on peut marquer ça? Tout simplement, on sait quoi? On sait que RTH est égal au flux, à la variation de température sur le flux. Et on sait que RTH est aussi égal à l'épaisseur sur lambda S. Donc la variation de température sur le flux est égale à l'épaisseur sur lambda S. J'ai donc l'épaisseur de qui est égale à la variation de température fois S fois lambda de tout divisé par le flux. Et on trouve 8,9 mm. Et on va finir avec l'exercice 4. Je vous laisse en prendre connaissance. Alors, on est dans le cas d'une course de Usain Bolt, pardon. Calculer la valeur moyenne de la vitesse, etc., etc. Alors, on va faire très attention dans l'exercice 4. Les temps correspondent au temps moins le temps de réaction. Effectivement, le temps nécessaire à Usain Bolt pour réagir n'est pas dans la course. Donc, on va enlever à chaque fois les temps. D'accord? Donc, à partir de là, les calculs sont relativement faciles. La vitesse moyenne, c'est la distance sur le temps. Il parcourt 100 mètres. Alors, même si on nous dit que c'est en 9 secondes 58 pour le chronomètre, vu qu'il met 0,14, je recherche où c'est indiqué, vu qu'il met 0,14 secondes de temps de réaction, voilà, et la durée de la réaction est de 0,14 secondes, son temps à lui, il est de 9,44 secondes. Donc ça, c'est pour la vitesse 1, donc ça me fait 10,6 mètres par seconde. Du coup, pour convertir en km par heure, on fait x 3,6. Ça me fait 38,1 km par heure. Et enfin, pour le nombre de foulées par minute, alors, même si je ne suis pas forcément un grand fan de cette chose-là, ici, ça va nous aider. Le fameux produit en croix, c'est magique. On nous dit quoi? On a dit dans l'énoncé qu'il l'a fait en 41 foulées. Donc il a fallu 9,44 secondes pour faire 41 foulées. On aimerait savoir combien de foulées il fait par minute, donc combien il en fait en 60. Je
donc il produit en 3. 41 fois 60 divisé par 9, 44. Et on trouve donc qu'il fait 261 foulées par minute. Voilà. Donc, pas besoin de marquer tous les détails de calcul. On marque ça pour la vitesse en mètres par seconde, on marque ça pour la vitesse en kilomètres par heure, et on marque ce résultat-là pour le nombre de foulées par minute. Petit 2. Représenter sur le document la réponse, la poussée FP, les F0 qui propulsent le coureur. D'accord? Alors, tout simplement, c'est pas très compliqué. Donc, je réponds en même temps aussi à la question, non, c'est toujours dans la 2. Quel est le principe ou la loi? C'est l'action des lois réciproques ou la troisième loi de Newton que j'utilise. D'accord? Et tout simplement, sur le graphique, on va considérer que tout est horizontal. Donc, si j'ai la force ainsi, la poussée devait être de longueur égale. Hein, on fait attention, longueur égale. Hop, de sens opposé. La fameuse loi dit qu'une force dans un sens est soumise à une force dans l'autre sens. Question 3. Alors, question 3, c'est pas très compliqué, c'est juste peut-être un peu déroutant parce qu'on est toujours habitué avec notre histoire du poids, etc., etc. Cette fois-ci, je me place sur un seul axe, OX. Cet axe est totalement horizontal, d'accord? Donc, le poids qui, lui, je note ainsi, est perpendiculaire à mon axe, le poids ne va pas intervenir dans mon mouvement à ce moment-là, étant donné que je m'intéresse seulement qu'au mouvement horizontal, d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? Vu que je me place que dans un axe, j'ai la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération, ça c'est toujours vrai. Maintenant, je projette immédiatement sur X. Sur X, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement cette fameuse force initiale est égale à la masse fois l'accélération suivant X. Cette accélération suivant X, comme je n'ai qu'un axe, elle est égale à l'accélération entre guillemets tout court. Hein, je n'ai qu'un axe, donc l'accélération suivant x est égale à l'accélération. Donc, on me demande dans quel sens? Dans celui-ci, l'accélération, c'est donc égal à la masse sur f0. Je trouve une accélération donc égale à 685 sur 86. Et donc égale à 7,87 mètres. Seconde moins 2. On fait attention, hein, on est sur un concours GPI, il faut absolument penser à mettre les unités. Quel est le type de mouvement? On voit très bien par le schéma dans lequel on se positionne qu'on va être dans un mouvement rectiligne. On voit aussi que j'ai une accélération d'un certain chiffre, donc c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc c'est la question 4, rectiligne. Uniformément accéléré. La relation entre A et V, bon ça vous le savez au fur et à mesure à force de l'avoir vu, généralement vous le savez. Alors c'est la question 5. On sait que la réaction entre A et V, l'accélération, c'est dv sur dt. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse sur le temps. Et l'accélération entre V et xgt, la vitesse, c'est la dérivée de xg sur le temps. Hein, ça, c'est quand vous faites les fameuses équations de horaire, etc., c'est exactement ce que vous appliquez. Question 6. Démontrer que la position du centre de gravité du coureur s'écrit patati patata. Alors, comment on va faire? Ben, tout simplement, pour la question 6, on se rappelle quoi? On vient de trouver que A est égal à F0 sur M. Si A est égal à F0 sur M, j'ai donc quoi? On me demande de trouver à la fin xgt est égal à 3,98 t carré.
On a aussi trouvé que A était égal à 7,96 mètres secondes moins 2. Bon. A est égal à F0 sur M. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc que la vitesse est égale à 7,96 fois T. Ah oui, la vitesse, c'est aussi AT. D'accord? Donc 7,96 fois T. On a donc aussi, après, XGT est égal à 1 demi de AT carré. Alors ici, on verra bien que V0 initial est égal à 0, hein, forcément. Donc c'est égal à 3,98 T carré. Je le redis, hein, au cas où, plus X0 qui est égal à 0, hein, aussi. Donc tout ça, pas besoin de le mettre. Donc, par rapport à ce qu'il nous demandait sur la copie, tout simplement, alors soit je le mets en chiffre, soit je le mets directement, je le laisse en numérique. Donc on me demande V, donc V c'est égal à F0T fois T sur M plus V0 qui est égal à 0, donc on peut marquer comme ça. Et après on vous demande aussi X de T, il y a une petite coquille sur le sujet, hein, ils avaient demandé l'accélération, c'est bien X de T qu'ils vont vous demander, XG de T même. C'est donc l'intégrale de ça, c'est 1 demi de F0 sur M T carré, plus X0, et on peut marquer que c'est égal à 0. Vous voyez que dans la correction de l'école, hein, ils marquent bien, alors eux ils l'écrivent dans l'autre sens, ils marquent 0, en fait c'est des 0, et ici ils marquent 0, c'est X0, d'accord? Donc ils vous font quand même marquer la condition initiale. Et on retrouve donc ce que j'avais démontré ici de manière un peu plus rapide. D'après ce modèle, combien de temps faudra-t-il pour parcourir les 100 mètres? On va se rendre compte que le modèle ne va pas convenir. On vient de trouver que X de T est égal à 3,98 T carré. Donc, si jamais notre modèle marche, hein, je suis à la question 7, si jamais mon modèle marche, je vais savoir combien de temps il va falloir pour faire ça. Tout simplement, T est égal à racine carrée de 3,98 sur X de T. C'est donc égal à racine carrée de 3,98 sur 100. On est content d'avoir la calculatrice là. Ce qui me donne... Excusez-moi, je suis en train... C'est l'inverse. Hop, on va se la refaire. Au ralenti. Tac. C'est donc X de T, pardon. Sur racine de carré de 3,98. Donc c'est donc égal à 100 sur 3,98. Et ça me donne un temps égal à 5,01 secondes. Donc on se rend compte qu'il y a une grande différence de temps entre le modèle théorique et le modèle pratique. Hein. Il est à 9,44 et nous on trouve 5,01. Quelle serait la vitesse du coureur à la fin de la course? Alors on reste toujours hein, sur ce modèle-là. On sait que la vitesse est égale à l'accélération fois le temps. D'accord. Donc c'est égal à l'accélération, on l'a vu plusieurs fois, hein, c'est F0 sur M pour le temps. Donc à la fin de la course, tout simplement, il suffit de remplacer par tout ce qu'on a trouvé. F0, ça nous est donné, c'est 685 divisé par 86 fois le temps qui est égal à 5,01. Et on trouve un temps de 39,9 mètres par seconde. Donc, le modèle précédent donne des résultats incohérents. Il peut être amélioré si on considère donc une genre de force qui viendrait, entre guillemets, empêcher le mouvement, une force de frottement. Donc, on va regarder ce qui se passe avec cette force de frottement. Calculer la vitesse finale, puis la force F finale et enfin l'accélération A finale en fin de course pour T égale 9,44 secondes.
Alors, on va tout regarder tranquillement. On reprend ce qui nous est donné. On nous dit que du coup, on a une vitesse qui nous est donnée par la relation suivante. Hop. Ah. Donc ça nous donnait dans le sujet. Hein. D'accord. Ça, de toute façon, je ne savais pas au programme, vous n'avez pas à le savoir. Je sais aussi, on va tout noter pour le coup, histoire d'être tranquille sur les données. 685 newtons. 55,7 kg par seconde. Voilà. Alors, d'abord la vitesse. Alors la vitesse, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement une application numérique de ce qui a été fait là. On va le faire ensemble. Donc VT, c'est donc égal à F0, 685, divisé par 55,7. Le tout facteur de 1 moins exponentielle de moins 55,7 sur 86, on laisse bien les masses en kilogrammes, fois le temps, on a dit 9,44. Voilà, c'est tout simplement une application, j'aime beaucoup ça hein, chez GP, c'est tout simplement une application entre guillemets numérique, en faisant le calcul à la calculatrice sans se tromper, donc ça implique de bien connaître son calculatrice, on trouve 12,25 mètres par seconde. Ensuite, on nous demande pour F0, la force finale, pardon. On demande la force finale. Alors, je vais effacer tout ça. Non, je vais le garder, je vais pouvoir l'utiliser, pardon. La force finale, c'est tout simplement, on a la force, F0, qui est constante, elle, moins cette force due, entre guillemets, au frottement. D'accord? Qui est donc égale à, elle vous a indiqué, hein, ça je le fais par rapport à ce qui m'est donné dans le sujet, moins A, lié à la vitesse. La vitesse qu'on vient de trouver au-dessus. Donc tout simplement, la force finale, c'est 685, moins 55,7 fois 12,25. Donc la force finale est assez faible. Hein. Si on fait le calcul, on tombe sur 2,2 newtons. Et on vous demande aussi l'accélération finale. Alors, pour trouver l'accélération finale, on va utiliser tous ces éléments-là. Hop, j'efface. On se rappelle que dans tous les cas, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération, deuxième loi de Newton. Donc, tout simplement, ici, qu'est-ce que j'ai par rapport à ce qui m'est donné, j'ai donc la masse sur un axe, hein, je projette sur un axe. Donc du coup, ça simplifie beaucoup les choses, hein, OX, comme je projette sur un axe OX. J'ai la masse sur l'accélération qui est égale à F0 moins ce qu'on vient de trouver auparavant, hein, ça c'est ce qui nous a été donné. C'est donc égal, l'accélération c'est donc égal à la force finale sur la masse. En faisant le calcul, on trouve 0,026 mètres seconde moins 2, une accélération quasiment nulle. Donc à la fin, le mouvement il est rectiligne, uniforme. Parce que A est quasiment nul. Regardons l'histoire du travail. Donc la question 10, calculer le travail de la force F0 sur les 100 mètres de la course, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que le déplacement et F0, ils sont parallèles et de même sens. Donc, le travail, dans ce cas-là, c'est égal à F0 fois le déplacement. Je pourrais marquer par acquis de conscience plus, hein, comme ils sont de même sens, c'est positif, F0 fois le déplacement. Tout simplement.
parce qu'ils sont parallèles. Hein, c'est fois parce qu'ils sont parallèles et de même sens, donc c'est plus. Donc ici, j'ai 685, CF0. Le déplacement, il est de 100 mètres, fois 100. Je trouve donc un travail de 68,5 kJ. Je me rappelle bien qu'un travail, c'est en joules, c'est une énergie, hein, c'est en joules. Calculer l'énergie cinétique du coureur. Alors, l'énergie cinétique du coureur, on va reprendre par rapport à ce qui m'est donné auparavant, etc., etc. Une énergie cinétique, ça, on le sait, c'est 1/2 de mv carré. Donc, dans mon cas, c'est 1/2 fois 86 fois 12,25 mètres au carré. Ça a été trouvé à la question 9. Donc 1/2 fois 86 fois 12,25 mètres au carré. Et du coup, je trouve une énergie cinétique à 6,45 kJ. Le rendement, on nous dit comment le calculer. EC sur le travail. Eh bien, il est de 9,4%. Voici concernant la correction de ce sujet GEPI. Vous avez pu voir, les sujets sont très variés, avec des difficultés très variées aussi. Très souvent, il y a au moins un exercice de mécanique, des fois un peu plus compliqué que celui de cette année. Un exercice de chimie, c'est récurrent. Thermodynamique arrive assez souvent aussi, donc je vous invite à connaître un petit peu les formules de thermodynamique, parce que sinon ce sont des points, entre guillemets, bêtement perdus. Concernant les petites astuces pour le concours, hein, je vous rappelle, vraiment pensez à avoir éventuellement 2 calculettes. Je vous invite aussi à vraiment faire 4 sujets, parce qu'ils prennent en compte les 3 meilleurs. Du coup, le 4e, peut-être un peu moins bien fait, va vous rapporter plus de points. N'hésitez pas aussi à continuer votre préparation en téléchargeant les annales du concours. Et à bientôt chez concours.com.